Donc, je vais vous parler un peu plus précisément de technologie. Évidemment, je travaille pour une entreprise technologique et je pense qu'il y a quelque chose qui est très à la mode et qui supporte beaucoup le mobile dans le web. C'est le cloud computing. Je pense que, on va définir ensemble, on va réfléchir ensemble sur pourquoi est-ce que le cloud est important et qu'est-ce que le cloud peut apporter au web, et vous comprendrez son importance. Ça nous permettra aussi ensuite d'élargir sur le mobile, et on a des spécialistes qui pourront vous en parler, que ce soit développeurs ou fabricants. Alors, je vais annoncer quelques phrases qui ne sont ni des vérités, juste des constats que peut-être vous partagerez, je pense, parce que je n'ai pas inventé la dynamite non plus, faut pas rêver. C'est juste des faits qui vont nous permettre ensuite de comprendre un petit peu l'impact du cloud et l'utilité de cloud computing sur l'évolution du web. Alors, la première chose, c'est que globalement, le web évolue. On est passé de sites web tout simples à des choses beaucoup plus interactives, à des réseaux sociaux. D'accord? Je sais pas, je pense que je ne me trompe pas si je dis que le site web sur lequel vous passez le plus de temps, c'est Facebook. On est d'accord? Qu'est-ce que ça a comme implication, ce côté social, ce dynamisme, etc. Si vous vous mettez côté éditeur du site, la grosse difficulté, c'est qu'un Facebook, par exemple, ça peut vous créer des variations de trafic, d'activité extrêmement rapidement, en plus ou en moins. Vous lancez un buzz sur Facebook ou Twitter, pour peu que vous fassiez référence à un site web existant, le site web peut se retrouver sous une charge de requêtes colossale qui va, une heure après, complètement disparaître. Donc ça, quand vous êtes éditeur de site web, que vous devez gérer votre infrastructure, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer. Alors, l'autre difficulté, c'est que parce qu'on a cette capacité à communiquer très rapidement avec beaucoup d'utilisateurs, on est capable de donc annoncer des nouvelles choses, et ça devient très difficile de garder les utilisateurs avec soi. Le seul moyen, c'est toujours innover, toujours apporter de nouveaux services. Vous le voyez, Facebook évolue toujours, vous apporte de nouveaux services en permanence, et tous les sites web sont en permanence en train d'imaginer quelles nouvelles fonctionnalités ils vont pouvoir vous proposer pour vous garder parmi leurs utilisateurs. Autre constat, le web devient de plus en plus nomade. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est assez simple. Aujourd'hui, hier, on se connectait tous au web via un PC. Je pense qu'aujourd'hui, une bonne partie d'entre vous se connecte avec un smartphone, ou une tablette, ou un PC portable, mais globalement, vous vous connectez d'à peu près n'importe où, et dans certains cas, vous êtes pratiquement tout le temps connecté. J'échange avec certains d'entre vous sur Facebook, et je suis assez stupéfait de voir que quand je commence une discussion, j'ai pratiquement des réponses immédiates tout de suite. Donc ce qui veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes tout le temps connectés. Autre implication qui est liée vraiment à ce changement d'habitude dans la connexion, j'ai mis le web se mobilise. Alors j'ai fait exprès de mettre cette espèce de faute d'orthographe immonde, c'est exprès, rassurez-vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne voulais pas utiliser le verbe mobiliser, dire les acteurs du web se regroupent et agissent ensemble. Non, c'est le web devient mobile. C'est un constat. Quand vous avez un smartphone et une tablette, vous n'avez pas envie de lancer le navigateur et d'aller sur le site web. Vous voulez une application qui va tirer parti des spécificités de votre périphérique, de votre terminal, de votre téléphone, de votre tablette, et qui va avoir une ergonomie qui est adaptée à la taille de l'écran, à ses capacités, est-ce qu'il a un clavier, pas de clavier, etc. D'accord? Donc tout ça, ça a des implications importantes. Alors, première implication, c'est comment je m'assure que mon site web reste disponible en permanence et qu'il va être capable
recevoir des milliards de connexions en peu de temps, sans mettre en péril le modèle économique qu'il y a derrière. Je vais aussi avoir besoin de prendre en considération que mes utilisateurs sont tout le temps connectés, donc il faut que je sois tout le temps disponible. Je pense que si vous en avez probablement fait l'expérience, si vous allez sur un site web, une fois que le site web est en panne, vous tentez une deuxième fois. Si vous êtes persévérant, peut-être une troisième fois, puis après terminer. Donc avoir un site web évidemment disponible tout le temps, c'est important. Quand nos utilisateurs se connectent d'un pays depuis leur PC, on sait que grosso modo ils vont faire ça entre 8 h le matin et minuit le soir, et on peut se permettre des indisponibilités la nuit. Quand ils se connectent de n'importe où, de n'importe comment, de n'importe quel pays, on ne peut plus se permettre ce genre de choses. Et enfin, il va falloir être capable d'innover, nouveaux services en permanence pour garder ses utilisateurs, et proposer des moyens de connexion alternatifs type téléphone. Alors, je vais m'attarder un petit peu plus sur la problématique d'infrastructure, parce que un des gros avantages du cloud, c'est que ça va permettre à une entreprise, à un éditeur de site web, de résoudre beaucoup de problématiques. Mettons-nous dans la peau d'un jeune entrepreneur que vous allez être dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous avez un projet autour du web que vous allez lancer. Jackpot, méga succès. Comment vous démarrez aujourd'hui? Pour démarrer, vous allez aller voir nos amis d'OVH, de Hébergeaïs, vous allez acheter un serveur dédié peut-être. Vous allez choisir votre serveur, et puis vous lancez votre site web. Vous vous êtes engagé sur 24 mois pour la location de votre serveur. Si votre jackpot, votre site web cartonne, il va falloir très vite rajouter des choses. Il va falloir vous engager à nouveau sur 24 mois sur une deuxième machine, une troisième, etc., etc. Mais on le disait, avec l'explosion de l'utilisation des réseaux sociaux, votre site web il cartonne aujourd'hui, mais dans 2 mois, on ne sait pas. Et qu'est-ce qui se passe quand vous aurez investi dans les 10 serveurs qui sont nécessaires pour supporter la charge, les demandes des utilisateurs? Qu'est-ce qui se passe quand cette demande se réduit et que vous vous retrouvez avec 10 serveurs qui vous servent presque à rien? Dans un modèle traditionnel, vous êtes obligé de les payer. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Parce que là, pour le coup, ça va vous coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Alors l'idée, c'est que si on veut être super efficace, il va falloir qu'on ait un modèle élastique. En gros, qu'on puisse dire, aujourd'hui j'ai besoin d'une petite machine, demain quand j'ai beaucoup d'utilisateurs, j'en veux beaucoup, des grosses, et si après-demain j'ai plus trop d'utilisateurs, je veux aussi pouvoir réduire. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. C'est ce qu'on veut. Deuxième chose, je veux que ça se fasse relativement facilement. Je veux pouvoir, moi, décider, boum, je veux un nouveau serveur. Il ne faut pas que je sois obligé d'aller voir HP, les fournisseurs de serveurs, pour leur dire, je veux commander telle machine, vous me la livrez dans tel data center, je commande la bande passante, etc., etc. Je vais sur un portail, je commande, zoup, et je veux que ça soit opérationnel très 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 rapidement. Alors pour que ça soit opérationnel très rapidement, il n'y a pas de secret. Il va falloir que l'infrastructure soit déjà en place et qu'à travers du self-service, vous allez juste faire ce qu'on appelle du provisioning. Vous allez réserver des processeurs, de la mémoire, du stockage pour faire marcher votre application. Maintenant, c'est bien beau tout ça. Comment on gère votre facture? Quand on se prend une machine, un serveur dédié, on sait combien on paye en fonction de la taille du serveur, de la bande passante, on connaît. Ici, grosso modo, on vous laisse le choix de faire grossir vos machines, de les réduire, d'en rajouter, d'en enlever. Comment on vous fait payer? L'idéal, c'est finalement de vous faire payer comme une facture d'électricité. Une facture d'électricité, on ne vous demande pas de contribuer à la construction de l'usine. On regarde juste ce que vous avez consommé dans le mois qui est passé, et vous payez ce que vous avez consommé. Donc dans un modèle idéal de web, c'est exactement ces caractéristiques-là qu'on veut retrouver. Ne payer que ce que je consomme,
avoir toute la flexibilité pour grossir pratiquement à l'infini, mais également réduire si je n'en ai plus besoin. Et ça, à travers mon portail en quelques minutes. Ces principes-là, c'est les principes fondamentaux du cloud computing. Si vous n'avez pas ça, on ne parle pas de cloud computing. Alors, je vous ai rajouté quelque chose de... Enfin, c'est pas ma définition, je pense que c'était important de partager avec vous cette définition. C'est l'Institut national américain des technologies et standards qui définit le cloud computing. Je vous laisse lire la phrase. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette phrase, on va retrouver tous les éléments dont on a parlé, plus un autre qui va s'ajouter. C'est la partie accès via le réseau. Si vous regardez dans la phrase, on vous dit on demand, donc en fonction de ce dont j'ai besoin, on fait référence à l'usage. Network access, donc l'accès réseau via des protocoles tout à fait standards, HTTP, protocole IP, etc., etc. Donc pas de révolution de ce côté-là. Des ressources qui sont partagées et qui vont être mises en place comme on veut, sans intervention importante d'un fournisseur de services ou quoi que ce soit. Donc on fait référence au self-service. Et de manière totalement élastique, puisqu'on peut grossir et réduire, ce qui est quand même très important, et ce qui est un gros changement par rapport au modèle d'hébergement traditionnel. Alors, le cloud computing, on l'a décomposé ensuite en différents services. Là, on vous a défini, ce qui est important, c'est que si vous, quand on reprend la définition, c'est de vous dire, finalement, on met à disposition une infrastructure que vous allez utiliser comme un service, que vous allez payer comme un service. Exactement comme votre électricité. Alors, on s'est quand même intéressé à différentes catégories, on a classifié les services en différentes catégories. Et je vous propose de regarder un petit peu ces différentes catégories et de faire une comparaison par rapport à ce qu'on faisait traditionnellement dans l'informatique. Alors, dans l'informatique traditionnelle, en gros, on gérait tout. On achetait ses serveurs, son réseau, son stockage, ses systèmes d'exploitation, ses logiciels, on installe tout, on gère tout. C'est pratique, ça permet d'avoir un contrôle total de tous les éléments. Le problème, c'est qu'on a aussi à gérer la sécurité, les mises à jour, etc., etc. Et il faut gérer les achats des machines, la maintenance. Donc un premier type de service s'appelle IaaS pour Infrastructure as a Service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un fournisseur de ce service d'infrastructure va vous louer à l'usage de l'infrastructure. L'infrastructure, ça va être quoi? Les serveurs, du stockage, du réseau. Et on a mis ici de la virtualisation parce que vous allez en fait louer des machines virtuelles avec certaines caractéristiques. De votre côté, quand vous utilisez ce type de service, vous êtes responsable de l'installation du système d'exploitation, des logiciels qui vont tourner dessus, et vous devez gérer la sécurité de votre système, ses mises à jour, etc., etc. Deuxième type de service qui peut être fourni, le PaaS ou Platform as a Service. Quelle est la différence par rapport à l'infrastructure as a Service? Eh bien en fait, dans la Platform as a Service, le fournisseur va aussi prendre en charge un certain nombre de tâches, notamment la gestion du système d'exploitation, ses mises à jour, les librairies pour exécuter vos applications. Si vous développez une application en PHP ou en .NET, eh bien, il va vous falloir un serveur web et un serveur d'application qui va exécuter votre code et le présenter aux utilisateurs. Dans une plateforme as a service, c'est le fournisseur du service qui va prendre en charge tout ça. Vous n'allez vous occuper que du développement de votre application et évidemment des données qui sont utilisées par votre application. Et la dernière catégorie de services, c'est le software as a service. Dans ce cas-là, vous n'allez payer que pour l'usage d'un logiciel. Le logiciel est entièrement géré par le fournisseur du service. Alors, est-ce que certains d'entre vous, on va jouer un petit peu, est-ce que vous pourriez me citer un software as a service, par exemple,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de software as a service? Je prends les paris. Tout le monde utilise du software as a service dans cette salle. Alors ceux du fond, ils connaissent les réponses, donc Ah, mais il n'est pas disponible au Maroc. Des choses que vous utilisez toujours depuis longtemps. Gmail, bravo. Allez. Vous gagnez un cadeau. Est-ce que vous avez une idée d'un autre service que, allez, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup d'entre vous utilisent depuis très longtemps et qui est probablement le service le plus utilisé aujourd'hui dans le monde? Oh, ouais, Facebook, c'est pas mal, mais il y a plus fort encore. Non, non. Ah, mais le téléphone, c'est pas un service cloud, c'est pas un software as a service. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, mais bon, Facebook a peut-être plus d'utilisateurs que MSN. Ouais, c'est pas mal, mais il y en a un que vous oubliez. Non, rien de tout ça. Vous êtes très focalisé sur le web. Comment? J'entends pas. Non, non plus. Qui a un PC sous Windows? Presque tout le monde? Windows Update, ça vous dit quelque chose? Voilà un service web, le service web qui est le plus utilisé dans le monde. Alors je vous ai mis quelques services web. Il faut savoir qu'il y a 1 million de terabytes transférés sur Windows Update chaque mois. C'est colossal. C'est le plus gros consommateur de bande passante. Les opérateurs telco détestent Microsoft pour ce service. Parce qu'imaginez, chaque PC du pays va aller chercher ses updates. Donc je vous ai listé quelques... Enfin, vous aviez trouvé déjà pas mal de services qui sont offerts. Ce qui est important, c'est que ces services, ils ne servent pas que le PC. Ils peuvent potentiellement servir le PC, le téléphone, la télé, la console, etc., etc. Alors, maintenant j'ai envie qu'on prenne un petit peu qu'on rentre dans un cadre un petit peu plus professionnel et qu'on regarde dans l'entreprise qui doit gérer les services web. Comment l'infrastructure de l'entreprise a évolué et est en train d'évoluer. Et on va regarder l'évolution du data center de l'entreprise. Le data center, vous savez, c'est la pièce où de temps en temps il fait froid. Enfin, il est censé faire froid parce qu'il y a beaucoup de clim, les systèmes anti-incendie, on est censé avoir des contrôles d'accès. Je dis bien on est censé parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a quelques surprises assez étonnantes parfois. Le data center, c'était beaucoup de serveurs. Vous êtes d'accord avec moi? La pièce avec des armoires entières de serveurs, beaucoup de climatisation évidemment. Mais si on regarde dans l'entreprise, peut-être un petit peu moins dans le monde du web, mais dans l'entreprise, en général, chaque fois qu'on avait un projet, il faut des serveurs. Sauf qu'au final, on prenait des gros serveurs parce qu'on est sûr que ça marche bien, mais à la fin, les serveurs, ils ne servaient pas à grand-chose, ils fonctionnaient à 10, 15, 20% de leur puissance maximale. Autrement dire, cool. Ça fait rêver un boulot où vous bossez que 20% du temps. Vous bossez le mercredi, quoi. En gros, que le mercredi. Pas mal, non? Moi, j'achète. Bon, les employeurs, non. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, de la même manière, on a commencé à réfléchir à des solutions où on allait un petit peu plus optimiser l'utilisation des machines. Et on a connu une vague on la vit encore, de virtualisation. L'idée de la virtualisation, c'est quoi? C'est de dire que sur une même machine, au lieu de mettre qu'une application ou un seul système, on va en mettre plusieurs. Comme ça, on va augmenter le taux d'utilisation de nos machines. Et on pourra peut-être diminuer le nombre de serveurs, ou en tout cas avoir plus d'applications en consommant la même quantité d'électricité, le même espace dans le data center, la même climatisation. Donc globalement, faire des économies.
Maintenant, cette vague de virtualisation, ça a amené d'autres contraintes. Et les contraintes, c'est que on multiplie du coup les machines virtuelles, on ne va plus parler de machines physiques, mais on va parler de machines virtuelles. Et cette multiplication des machines virtuelles, ça devient extrêmement complexe à gérer. Quand on avait des serveurs dans un beau data center, quand on avait 30-40 serveurs, bon, on pouvait déjà bomber le torse, on avait une belle infrastructure, 30-40 serveurs, ça devient, enfin ça reste gérable. Quand vous vous retrouvez avec 200 machines virtuelles, les problèmes commencent à prendre une autre dimension. Parce que je vous rappelle que sur mes machines virtuelles, je gère la sécurité, les mises à jour, blablabla, mes applications. Et donc on commence à être obligé de faire intervenir une notion d'automatisation qui va nous ramener à du cloud computing. On parle de private cloud. On va détailler un petit peu plus cette notion de private cloud pour essayer de bien faire la distinction entre le data center virtualisé, le private cloud. Et puis une fois qu'on a fait son private cloud, si je continue l'évolution de mon data center, c'est de me dire, ok, j'ai mon data center, j'ai mes machines, j'ai de la virtualisation, j'ai des outils pour m'aider à gérer mon data center et mes machines virtuelles. Mais à la fin, si je suis une banque, ce n'est pas mon métier, le data center. Je m'en fous. Au même titre que l'électricité, je veux que ça marche, un point c'est tout. Et donc l'idée, à terme, est d'envoyer tout ça chez un prestataire de service qui vous fournit un cloud public ou privé, peu importe, ça dépend si vous le voulez juste pour vous ou si vous acceptez qu'il soit partagé, qu'il soit dans un gros ensemble avec d'autres clients. Mais vous déléguez complètement la gestion de l'infrastructure à un prestataire. De cette manière, dans le modèle du cloud public, vous allez vous concentrer sur votre métier. Si vous travaillez dans une banque, vous allez vous concentrer sur le métier de la banque. Toute la partie informatique, IT, vous allez la sous-traiter à des spécialistes. Alors, du coup, la question que vous pouvez vous poser, c'est ok, si on va vers du private cloud puis public cloud, à quoi ça va ressembler finalement un data center? Je vous ai mis quelques photos en vrac. Alors, je ne sais pas si... Ça ressemble à un beau data center presque traditionnel. Aujourd'hui, les data centers qui sont déployés par les fournisseurs de services, c'est ça. On est passé par une phase container, en gros, à peu près la même chose que ce qu'on voit sur les bateaux et les camions, sauf que là-dedans, c'est rempli de serveurs. Personne dedans, évidemment aucun écran, rien, que des serveurs. On est passé maintenant à ce genre de génération, ça s'appelle IT Pack. L'avantage de ce genre de génération, c'est qu'on a réduit considérablement la consommation électrique. Cette espèce de petite boîte intègre son refroidissement, etc., etc. Vous arrivez, vous posez la boîte, vous branchez le réseau, l'électricité, ça marche. Alors, quand on construit un data center, on ne pose pas une boîte comme ça. On pose quelques dizaines, quelques centaines de boîtes. Pour vous donner une petite idée, la taille d'un data center Microsoft tel qu'on les fait actuellement, c'est 10 à 13 terrains de foot. Plein de boîtes. Ça vous donne une petite idée du nombre de serveurs qu'on peut avoir dans ce qu'on va appeler un data center. Et on parle de serveurs physiques. Sachant que sur chacun de ces serveurs physiques, vous allez avoir 1, 2, 3, 10, 20, 50 machines virtuelles. Vous commencez à avoir une petite idée, j'espère, de la complexité d'un tel système. Alors maintenant, j'ai un autre cadeau. À votre avis, pour gérer un data center avec de 10 terrains de foot, avec toutes ces petites boîtes alignées et tous ces serveurs, à votre avis, combien de personnes doivent travailler pour gérer ça? Personne n'a d'idée? Ouais, on a la bonne réponse. 5 personnes.
Bon alors monsieur gagne une clé USB. Avec du contenu pour développer des applications mobiles. Il ne faut que 5 personnes pour gérer un data center. Alors en fait, monsieur a raison, mais il y a en général 10 personnes. Parce qu'il y en a 5 personnes qui sont là pour faire visiter le data center aux clients. Mais pour travailler sur le data center, il n'y en a que 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut impérativement des panoplies d'outils pour automatiser tout. Quand vous avez des centaines de milliers de serveurs, comment vous faites pour passer les mises à jour si vous n'avez pas un outil automatique? C'est juste impossible. On en revient à quelque chose qui est fondamental dans le cloud et qui est très lié au self-service dont on parlait tout à l'heure, c'est l'automatisation. Si on veut pouvoir faire du cloud, il faut être capable d'automatiser. Alors, je vous ai évoqué tout à l'heure un peu le private cloud, le public cloud. On va essayer de revenir un petit peu sur ces notions. Grosso modo, on voit aujourd'hui 3 modes, on va appeler ça des modes de déploiement du cloud. Le cloud public. Le cloud public, ça consiste en quoi? C'est grosso modo des acteurs comme Microsoft, Google, Amazon, Salesforce, qui vont construire des data centers et qui vont proposer à leurs clients des services. Plusieurs clients vont louer des services qui vont être hébergés dans le même data center. D'accord? À l'opposé, le private cloud. Le private cloud, ça peut être, je suis Maroc Télécom, pour mes besoins internes, je construis un data center, ou je suis, je ne sais pas, la BMCE, je construis un data center pour mes serveurs, et dans ce data center, je vais mettre toutes les techniques de gestion du cloud pour avoir l'élasticité, pour avoir le self-service, pour avoir la gestion automatisée de mes machines virtuelles, etc., etc. Le private cloud, ça n'est pas que le data center virtualisé. La virtualisation n'est qu'un petit outil du cloud, qu'il soit public ou privé. Alors on constate aussi une tendance, c'est le community cloud. Vous pouvez avoir des acteurs qui sont alors soit dans une même industrie, donc qui ont les mêmes contraintes, ou qui sont dans une même région géographique et qui vont partager le coût de construction d'un data center pour héberger leurs différents services. Un data center public comme ceux de Microsoft, de 10 terrains de foot, ça coûte un peu d'argent. Beaucoup d'argent. Environ 1 milliard de dollars. Et en général, on ne le construit pas tout seul parce qu'on veut être sûr que tout fonctionne tout le temps. Donc, on est obligé d'en construire un deuxième ailleurs, en cas de tremblement de terre, d'inondation, d'incendie, peu importe. Donc, imaginez, ça veut dire qu'il faut aller, si vous voulez vous lancer dans le public cloud, il va falloir peut-être avoir un peu d'argent en poche, pas loin d'1 milliard de dollars, pour construire 2 data centers dans des régions géographiques isolées, etc. Alors, j'ai encore une question pour vous. J'ai un sac plein de cadeaux, donc on peut... À votre avis, public cloud ou private cloud? Public? Private? Il y en a qui votent private? Je vous donne ma réponse? Je pense que vous avez tous faux. Il ne faut pas choisir. Ce n'est pas un choix de est-ce que je fais du public ou du private. J'ai certaines applications que je ne pourrais pas mettre dans un public cloud. Si je suis le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, je n'ai pas envie que mes données sortent de chez moi, ou je n'ai peut-être même pas le droit. Et donc j'ai besoin de garder des choses chez moi. Mais pour autant, j'ai peut-être certaines choses que je veux pouvoir quand même externaliser parce que ça me casse les pieds, c'est pas mon métier. Quand je suis une banque, les données de mes clients, j'ai peut-être pas envie d'aller les mettre sur un data center public, je veux peut-être les garder chez moi. Pourtant, toutes les analyses qui sont faites, les traitements, etc., qui sont faits, ça m'intéresserait bien de les mettre ailleurs pour que je puisse profiter
de l'élasticité, toute la puissance de calcul d'un data center public, parce que quand j'ai mes 10 terrains de foot remplis de toutes ces petites boîtes, etc., de la puissance de calcul, il y en a. Si je suis un chercheur, je veux pouvoir bénéficier de cette puissance de calcul. Donc la réponse, c'est non, il ne faut pas choisir. Il y a des contraintes qui vont faire qu'on va être vraisemblablement obligé de mixer, d'avoir certaines choses dans un cloud public et certaines autres qu'on va garder chez soi, dans son data center, peut-être dans un cloud privé et peut-être même pas dans un cloud privé. Ça va peut-être rester sur un mode tout à fait traditionnel. Bon, c'est pas grave, on trouvera d'autres occasions de vous donner les cadeaux. Alors, c'est très important d'avoir en tête un élément quand on va commencer à parler comme ça de cloud hybride. Quand on parle de cloud hybride, ça veut dire qu'on va utiliser une partie des choses qui existent déjà dans l'entreprise. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre de contraintes, enfin de choses qu'il faut avoir en tête. Première chose, ce qui compte, ce n'est pas la technologie que je vais mettre, la marque du serveur, blablabla. Ce qui compte, c'est les applications, c'est les services qu'on va fournir. L'informatique, on aime tous ça, mais c'est un outil. Pour les gens qui travaillent dans une banque, dans une compagnie d'assurance, chez un opérateur ou dans n'importe quelle société, ils utilisent l'informatique comme un outil. Ce qui importe pour eux, c'est que les applications fonctionnent. Comment elles fonctionnent? Ils s'en foutent complètement. Et ils ont raison. C'est votre rôle, informaticien, de gérer et de faire en sorte que les applications fonctionnent. Donc l'essentiel, quand on met en place des architectures de cloud, public, privé, hybride, c'est de se focaliser sur le fonctionnement des applications. C'est essentiel pour les utilisateurs. Le directeur financier qui paye le service informatique, il s'en fiche complètement de savoir que vous mettez VMware, Hyper-V, Google, Microsoft, Salesforce. Ce qu'il veut, c'est que son outil fonctionne. Le débat, c'est l'application. Des applications qui fonctionnent dans un mode cloud, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, on va avoir défini des scénarios. Alors, c'est bien, il y aura la petite vidéo, donc vous pourrez reconsulter peut-être un peu plus précisément l'animation. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez définir un scénario pour une application avec ses contraintes en termes de machines virtuelles, d'infrastructures. Parce qu'évidemment, un service, ça peut être complexe. C'est pas forcément une seule application dans un coin. Ça peut être une application qui gère une partie des informations et puis une autre qui fait autre chose. Une demande de congé, ben oui, il faut que j'envoie un email à mon patron, il faut que je vérifie dans le système RH si j'ai effectivement assez de jours de congé, etc. Il faut que je vérifie avec le planning si je peux m'absenter. Ça peut être plein de choses comme ça. Dans un cloud, pour que mon application fonctionne, il faut que l'ensemble des choses fonctionnent. Vous vous souvenez, on veut que ça soit automatique. Ça veut dire que quand je vais détecter qu'il y a un problème dans mon système, eh bien, il faut qu'automatiquement, je sois capable de prévoir des solutions à ce problème pour le corriger et faire en sorte que mon système continue à fonctionner. Ça, pour cette automatisation, c'est quelque chose de fondamental. Et ce point-là est très important parce que c'est quelque chose qui va considérablement impacter vos métiers, vos futurs métiers. Bien souvent, on me dit « le cloud, ça va tuer des emplois ». Non. L'automatisation, là, c'est vous qui allez la faire. Au lieu de vérifier que le serveur fonctionne, qu'il est bien branché, qu'on lui rajoute de la mémoire, etc., ça, c'est géré tout seul. D'accord. Mais l'automatisation, savoir ce qu'il faut faire quand une application ne marche plus bien, pourquoi elle ne marche plus bien, etc., il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire. Donc le métier de l'administrateur système va changer. On ne va plus lui demander de s'occuper du Windows. Ça, il y a des outils pour gérer tout seul le Windows. Le Windows va fonctionner. Par contre, l'application qui fonctionne dessus, et qui est composée de différentes choses, d'une base de données, de peut-être plusieurs applications qui interagissent entre elles, toutes ces interactions, ça va être à vous de les gérer et de faire en sorte qu'elles sont toujours disponibles, et que si jamais elles ne sont plus disponibles, il va falloir automatiser la résolution d'erreurs. Évidemment, quand on veut mettre en place ce genre de solution dans l'entreprise, on ne va pas tout jeter à la poubelle. Ça ferait rêver les vendeurs de machines, de logiciels, etc. Mais concrètement, ce n'est pas une réalité. Quand une entreprise a dépensé beaucoup d'argent dans son système, elle ne va pas du jour au lendemain dire « c'est pas grave, je change ».
Encore une fois, hein, les vendeurs de logiciels et de matériel en rêvent, mais soyons pragmatiques, ce n'est pas une réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être capable de fonctionner avec tous les environnements. Ça veut dire que tout mon système d'automatisation qui est indispensable, il doit fonctionner avec différentes plateformes, différents serveurs, différents OS. Un composant clé du cloud, je vous le disais, c'est un composant important, la virtualisation. Sur le marché, vous avez grosso modo 3 acteurs dans la virtualisation. Le numéro 1, VMware. Citrix, Microsoft, derrière, un petit peu moins de part de marché. Vous voulez faire votre cloud dans l'entreprise. Vous allez dire, si je veux le faire avec Microsoft, il faut que j'enlève tout VMware, ou si je veux le faire avec VMware, il faut que j'enlève tout Microsoft. Non, non, ça ne va pas être possible comme ça. Il va falloir utiliser le VMware qui existe déjà. Il va falloir utiliser Citrix qui existe déjà, et intégrer ça dans votre outil d'automatisation d'administration. Maintenant, votre système de virtualisation, d'accord, c'est géré. On va dire qu'on peut le gérer avec un outil, quel que soit l'hyperviseur. Vos machines virtuelles, elles vont avoir différents OS, Linux, Windows, différentes versions de Windows, différentes versions de Linux. Ben, ça aussi, il faut le gérer. Il faut le supporter. On ne va pas dire à un client, monsieur, tu veux passer au cloud? Ah, très bien, enlève tout Linux, parce qu'on sait bien le faire sur Windows. Non, c'est pas possible. Le client a fait un choix à un moment donné, parce qu'il avait des contraintes. On doit respecter ce choix. Pour automatiser notre système, pour détecter les erreurs et les corriger, il nous faut des outils pour les détecter. Là encore, la plupart des grandes entreprises ont déjà investi dans des outils qui vont surveiller le réseau, les applications, les machines. Eh bien, il faut aller chercher les informations depuis ces outils-là pour ensuite construire la résolution des problèmes. Encore une fois, hors de question de dire au client, monsieur le client, jette tout ce que tu as fait jusqu'à présent et recommence tout. Ça ne marchera pas. Donc là encore, dans notre cloud, on veut pouvoir capitaliser sur tout ce qui a été fait. L'essentiel, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'application qu'on sert aux utilisateurs. Et bien peu importe avec quoi a été développée l'application, .NET, Java, PHP, peu importe. On doit faire fonctionner toutes les applications. Alors évidemment, quand on regarde en bas, ici, on voit Dell, Fujitsu, HP. Je suis désolé, il n'y a pas Samsung. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de serveurs Samsung. Ouf. Ce qui est important, c'est que la partie virtualisation est quelque chose de fondamental. Il est essentiel que la virtualisation, l'outil de virtualisation, qui va vraiment permettre toute cette flexibilité et tout un tas d'opérations, il est indispensable que cet outil de virtualisation vous garantisse toujours des bonnes performances. Donc je vous ai donné quelques chiffres parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent VMware depuis au moins 2 noms, parce qu'effectivement VMware est le pionnier en matière de virtualisation. Je vous ai mis quelques chiffres de ce que propose Microsoft à travers Hyper-V. Donc pour information, Hyper-V c'est un rôle de Windows Server qui est totalement gratuit. Donc si vous avez un Windows Server qui traîne, n'hésitez pas, vous pouvez installer Hyper-V et jouer avec la virtualisation. Quelques petites idées de performance qu'on est capable d'atteindre dans des machines virtuelles. Donc vous voyez, de 450 000 utilisateurs concurrents sur SharePoint. Donc SharePoint a aussi quand même toute sa mécanique de serveur d'application, d'authentification de services qui sont mis en œuvre, donc c'est pas rien. Sur une base de données, 80 000 requêtes stressantes type transactionnel, pas uniquement de la lecture. Un serveur Exchange avec 20 000 boîtes mail sur une même machine virtuelle. Bon, quand on a 20 000 salariés dans une entreprise, on commence à être respectable. Vous voyez, ce qui est important dans ces chiffres, c'est que globalement, on peut à peu près tout virtualiser. On est capable de gérer, enfin la partie hyperviseur ne va pas être un frein aux performances. Alors, je vous le disais tout à l'heure, pas de choix entre public cloud, private cloud. Le monde idéal, c'est de pouvoir faire un peu de tout
et d'utiliser du cloud hybride. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qu'on va réutiliser dans l'entreprise. Ces choses-là, il y en a beaucoup qui sont autour de l'identité. Vous savez que beaucoup d'entreprises ont un annuaire d'entreprise où il y a les noms de tous les utilisateurs, parfois avec leur rôle dans l'entreprise. On a parfois des hiérarchies assez pointues qui permettent ensuite de définir les droits d'accès aux différents éléments, aux différentes applications. Ça, cet annuaire d'entreprise, il faut avoir le choix. Est-ce que je le garde chez moi? Si je le garde chez moi, mais que je mets des applications dans un cloud public, il faut que je puisse utiliser cet annuaire pour authentifier mes utilisateurs. Mais inversement, je peux dire non, je veux le mettre dans un cloud public. Ou alors, imaginez, je peux aussi dire, ok, j'ai pas d'annuaire d'entreprise, mais tous mes utilisateurs, ils ont un compte Facebook. J'ai envie d'utiliser Facebook comme moyen d'authentification pour mes applications cloud. Ça aussi, c'est un scénario qu'il faut envisager. Alors on dit Facebook, mais on peut imaginer toutes les formes d'authentification. Vous avez une adresse Hotmail avec votre Live ID qui vous ouvre Messenger, Hotmail, blablabla. On peut utiliser le Live ID. On doit pouvoir utiliser différents moyens d'authentifier l'utilisateur. Alors évidemment le management, je vais vous en parler juste après parce que c'est quelque chose d'essentiel, vous l'avez compris, sur les technologies cloud et la capacité ensuite à offrir des services innovants, disponibles, performants aux utilisateurs, ça va être étroitement lié au management. Donc je vous parlerai de System Center un petit peu plus. Les applications, il faut forcément les développer. Alors, ou bien vous les achetez en mode software as a service, très bien. Office 365 qui arrive, c'est effectivement un software as a service. Parfait. Gmail est un software as a service, Hotmail, Xbox Live, enfin, Yahoo Mail, etc. Mais tout ça, il faut les développer. Dans une entreprise, vous avez des besoins qui sont parfois métiers, et on ne trouve pas forcément un software as a service qui correspond à votre besoin spécifique. Et dans ce cas-là, il va falloir le développer. Alors, .NET, Java, PHP, à vous de choisir, en fonction de vos contraintes, des compétences que vous avez dans votre entreprise. Mais c'est important de capitaliser sur cette partie développement. Votre développement, il faut que vous ayez le choix de le déployer en interne ou en externe. À vous de positionner le curseur où vous voulez. Public, privé, c'est vous qui décidez. Alors je reviens sur System Center et sur le management. Grosso modo, pour vous donner une vue de à quoi ça sert. Alors c'est évidemment quelque chose d'assez résumé. Il y a énormément de choses dedans. On pourrait passer 3, 4, 5 heures, voire des jours sur chacun des secteurs de ce diagramme. Grosso modo, on va commencer par la définition d'un service. Vous vous souvenez, je vous ai dit ce qui est essentiel, c'est ce que l'utilisateur va faire. Le service qu'on va offrir. Je veux offrir la messagerie en ligne à mes utilisateurs. Ou je veux offrir un réseau social à mes utilisateurs. Donc je vais définir mon service, je vais faire son architecture. Ensuite, je vais avoir besoin de machines pour héberger ce service. En l'occurrence, de machines virtuelles. Donc pour ça, je vais utiliser cette partie provisioning et la gestion des machines virtuelles qui va me permettre très facilement de créer des machines virtuelles, notamment à travers un portail self-service. Une fois que j'ai fait mes machines virtuelles, il faut que je les gère mes machines virtuelles. Il faut que je passe les mises à jour, de l'OS, des sécurités, d'antivirus, blablabla, les mises à jour de mes applications. Pour ça, il faut gérer la configuration. Il faut l'automatiser. Une fois que j'ai préparé mes machines, que j'ai déployé mes applications, mes patchs de sécurité, etc., il faut que je surveille mon application. Il faut que je m'assure qu'elle fonctionne bien. Il faut que je fasse le monitoring de mon application. Si je veux effectivement être toujours disponible et toujours servir mes utilisateurs qui sont tout le temps connectés, il va falloir que je me protège un minimum, que je fasse des backups, des choses comme ça. Donc là encore, protection. Il y a 1000 techniques. Je peux protéger mes données en mettant plusieurs bases de données en cluster pour qu'elles soient toujours disponibles.
je peux faire de la réplication sur un site distant. Il y a énormément de possibilités au niveau de la base de données, mais pas uniquement. Mes machines virtuelles qui font marcher mon service, c'est pareil. Il faut que je puisse les récupérer, les redémarrer ailleurs, etc., etc. Donc la protection, c'est quelque chose qui est assez global, qui va toucher à la fois les données, mais également l'applicatif, les machines virtuelles, etc., etc. Et puis ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'application, bah, c'est l'automatisation. Je veux que mon service, qui est défini ici, fonctionne. Ce service, il repose sur plusieurs machines virtuelles, qui elles-mêmes sont constituées de systèmes plus d'applications. Bah, ici, dans mon automatisation, ce que je vais faire, c'est que je vais dire par exemple, quand mon application ne fonctionne plus, je vais aller voir ici comment est définie mon application. Quand je connais sa définition, je vais pouvoir demander ici automatiquement qu'on me mette les machines virtuelles dont j'ai besoin, qu'on me déploie les applications dont j'ai besoin, et ensuite, mon service va se remettre à fonctionner, et donc je vais surveiller que tout fonctionne bien, et je vais continuer mes backups. Alors, si j'ai eu un gros problème, peut-être que ce que je vais faire dans mon script d'automatisation, c'est de dire, oula, j'ai un gros problème, je vais remettre en place toute mon infrastructure, et puis ensuite, je vais aller chercher dans mon sous-système de protection mon backup pour le restaurer, pour me remettre dans l'état dans lequel j'étais. Mais tout ça, ça peut se faire de manière automatique. Alors, dans la vision de Microsoft, le fait de laisser le client choisir comment il va déployer ses services, c'est quelque chose d'essentiel. Et depuis maintenant un peu plus d'1 an, tous les produits de Microsoft existent à installer chez soi ou hébergés dans des services chez Microsoft. Alors vous allez retrouver Exchange pour les gens qui ont besoin d'adresse mail. Et je peux vous garantir que gérer un serveur Exchange quand vous avez 5000 utilisateurs, c'est un enfer. Enfin, c'est un enfer. Ça veut dire qu'il faut des personnes qui ne vont faire que ça. Gérer le serveur, gérer les backups, gérer la sécurité. L'anti-spam, l'antivirus, blablabla. C'est un vrai problème. C'est une vraie charge de travail. On va retrouver des outils de communication, Lync, etc. Des outils de monitoring des PC avec Intune. Et puis, je vais m'intéresser aussi à ça. Tout ce qui s'appelle Azure. Je sais que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Windows Azure. Mais je vais m'attarder un petit peu plus dessus. Pourquoi? Je vous ai dit, ce qui est essentiel, c'est les applications. Donc les applications de messagerie, la bonne nouvelle, globalement, vous allez en trouver dans le cloud en mode software as a service. Les applications de gestion de la relation client, CRM, on va en trouver aussi pas mal en mode software as a service. Le grand leader, c'est Salesforce.com. Donc ça, vous allez le trouver assez facilement. Une application de gestion bancaire, où ça va être un peu plus compliqué. Si je veux bénéficier de toute la puissance du cloud, il va falloir que je développe mon application qui répond à mes problèmes, mes besoins, que je vais déployer dans le cloud. Le Windows du cloud, c'est Windows Azure. Donc c'est assez important, ce volet-là, puisque toutes les applications qui répondent à des besoins spécifiques qu'on ne va pas trouver sur le marché, on va pouvoir les créer avec une version un petit peu particulière de Windows. Alors qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette version de Windows? En fait, Windows Azure, c'est ce qu'on appelle, c'est l'exemple type d'une plateforme as a service. Vous vous souvenez dans le diagramme qu'on a vu tout à l'heure? Plateforme as a service, grosso modo, le fournisseur du service, il vous fournit la partie matérielle, les machines virtuelles, avec un système d'exploitation installé, avec des runtime, avec une base de données, et vous ne vous occupez que du développement de l'application et des données qui sont utilisées par l'application. Grosso modo, c'est Windows Azure. Et Windows Azure est à peu près la seule plateforme as a service disponible sur le marché. Vous avez Google qui a une tentative avec son App Engine, mais auquel il manque une base de données relationnelle dans le cloud. Salesforce.com a aussi une petite tentative d'offrir des fonctionnalités de développement
mais c'est très très limité en termes de langage. Amazon aussi commence à proposer des choses, des infrastructures sur lesquelles ils rajoutent des OS, etc. Ils vous proposent de les utiliser. Mais il faut savoir que Microsoft a dès le départ dit, pour nous le cloud, l'essentiel c'est plateforme as a service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un Windows. Qu'est-ce qu'on a dans un système d'exploitation? On a des CPU, de la puissance de calcul, d'accord? On a aussi du stockage. Alors, concrètement, dans le cloud, il faut se dire que des machines comme ça, des serveurs comme ça, vous allez en avoir des dizaines qui travaillent pour vous. Donc imaginez bien, le stockage, c'est peut-être pas aussi simple que de le mettre sur disque. C'est pas juste le disque de mon serveur. Parce que ce disque du serveur, il doit être réparti sur toutes les machines virtuelles que vous faites travailler. Donc évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des subtilités de stockage pour que, ça soit extrêmement performant, toujours disponible et accessible par beaucoup de machines virtuelles en même temps, sans pénaliser les performances. Et extensible quasiment à l'infini. Dans vos applications, je pense que tout le monde a dû développer un site web dans sa vie. Et je pense que presque tous ceux qui ont fait un site web ont fait un site web dynamique. Donc vous faites accès à une base de données. Vous ne vous amusez pas à tout écrire en dur. Vous allez stocker juste le texte de vos articles dans une base de données et automatiquement le système, quand il présente votre site web, il va chercher dans la base de données. Quand on est dans le cloud, on a la même problématique d'accéder à une base de données. Toutes les applications font appel à une base de données. De préférence relationnelle, pourquoi? Parce que vous connaissez, je pense mieux que moi j'ai un peu oublié tout ça, mais dans une base de données relationnelle, il y a un certain nombre de caractéristiques. Alors si je me souviens bien, on appelait ça les caractéristiques acides. Atomicité des transactions, cohérence, blablabla, durabilité. La base de données va me garantir que tout ce que je fais dessus, c'est cohérent, ça respecte un certain nombre de règles, c'est toujours disponible. Ça, c'est des choses qui sont importantes dans une application. Et c'est pas parce qu'on va dans le cloud qu'on va perdre ça. Surtout pas. Surtout pas. Donc ça va être le rôle de SQL Azure. Maintenant, on l'a dit tout à l'heure, le cloud, ça ne peut pas être tout blanc, tout noir. C'est pas tout public, tout privé. Si je suis le ministère de l'Intérieur, je peux avoir besoin de la puissance de calcul du cloud, mais avec mes données chez moi. Donc dans Windows Azure, on a aussi une petite couche qui s'appelle App Fabric, et qui va nous permettre justement de mixer les scénarios, qui va me permettre de créer une application qui va chercher une base de données chez moi. Il n'y a que moi qui y accède. Je vais aussi pouvoir faire l'inverse. Pourquoi pas avoir l'application chez moi et les données stockées dans le cloud, parce que j'ai pas envie, ça me coûte cher moi le stockage ici. Enfin, le coût du stockage est quelque chose d'important, je préfère le laisser à quelqu'un d'autre qui peut faire des économies d'échelle. Donc, la plateforme Windows Azure, c'est effectivement un Windows Server un peu particulier, un SQL Server, et des connecteurs qui vont vous permettre de créer des scénarios complètement spécifiques, mixtes, qui vont intégrer les contraintes que vous avez. Alors vous vous souvenez, dans la définition du cloud, on disait que ça utilise des choses tout à fait standards, HTTP. Et bien Windows Azure, ça va être dans cette logique-là. Comment on va gérer Windows Azure? À travers une console Internet. Depuis mon navigateur, je vais gérer mes services. Alors, on ne voit pas très bien ici, malheureusement, mais vous allez gérer vos services, vos bases de données. Vous créez un nouveau service, vous avez besoin de bases de données. Vous allez sur votre portail et vous créez vos nouvelles machines virtuelles ou vos nouvelles bases de données. Le self-service dans le navigateur. En 10 minutes, vous avez des machines virtuelles opérationnelles avec l'application que vous avez créée. 10 minutes. Combien de temps ça prend dans une entreprise? Vous avez une petite idée? On ne sait jamais, mais imaginez. Oui, alors ça y est, j'ai une application qui marche, j'ai besoin d'une nouvelle machine parce qu'il y a beaucoup de trafic dessus. Allô, les achats, on a besoin d'une nouvelle machine. Ok. Allô, le fournisseur, on a besoin d'une nouvelle machine. Allô, le fournisseur 2, parce que quand même, il faut faire jouer la concurrence, blablabla. Ok, la livraison quand? Ah, dans 3 semaines. D'accord. Ok, on est livré. L'informatique, vous pouvez installer l'OS, ok. Et ensuite l'application. On n'en sort pas. Avec ça, 10 minutes. En 10 minutes, la machine est opérationnelle, connectée. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire
avec Windows Azure. On peut l'utiliser pour son stockage, pour SQL Azure, stocker les données. On peut l'utiliser parce que on veut utiliser sa puissance de calcul, qui est quasiment infinie. On n'a pas forcément beaucoup de données à stocker, mais par contre, on a besoin de traiter énormément de choses. On peut avoir besoin d'étendre des applications qui existent déjà en mettant des modules supplémentaires qui vont aller chercher peut-être des données du cloud ou utiliser d'autres services du cloud. Puis évidemment, on peut créer des solutions complètement nouvelles. Vous voulez une petite question pour vous réveiller. Qui a un iPhone? Vous utilisez iCloud? Et est-ce que tu sais comment ça marche iCloud? Ben, c'est bien, on n'en a qu'un, donc on ne va pas se battre pour le cadeau. Mais pour la petite histoire, je vous invite à essaye de regarder un petit peu ce qui se passe sur le réseau quand tu utilises iCloud. iCloud, c'est une application qui typiquement fait du stockage sur un cloud. Quel cloud? Windows Azure. Ah oui. Amuse-toi à regarder. Alors, il y a des scénarios typiques dans lesquels... Je t'oublie pas, hein. Il y a des scénarios typiques dans lesquels le cloud va rendre des services très importants. Les scénarios, c'est quoi? Le mode on-off. Vous avez besoin de mettre en route un service de réservation pour un événement. Festival Mawazine, par exemple. On l'a pas fait, hein, mais ça pourrait être un exemple. Il faut vendre les billets, tac. Où j'ai le prochain passage de GAD au Maroc. Je veux vendre les billets, je suis à peu près sûr que si je les mets en vente en ligne, je vais avoir un trafic monstrueux. Donc je veux allumer mon système de réservation, mettre plein de machines virtuelles parce que je veux avoir plein de monde. Mais une fois que le spectacle, une fois que j'ai vendu mes billets, pouf, j'arrête tout. Je ne vais payer que la période pendant laquelle j'ai allumé mon système. Pas mal. Ça veut dire que je peux me permettre d'allumer 50 serveurs en même temps, et même 200 s'il faut, pendant 1 heure, si je décide de ne vendre que pendant 1 heure, et après j'arrête. Plutôt que de payer 1, 10, 15, 20 serveurs pendant 1 an, 2 ans. Autre scénario, le réseau social et les applications Facebook. Une application Facebook, moi, je suis sûr que vous en avez plein sur vos profils. Qu'est-ce qui peut se passer? On vous l'envoie, ça vous amuse, vous partagez, bouf, ça explose. L'application, elle n'est pas sur les serveurs de Facebook eux-mêmes, ils sont ailleurs. Si ça explose, comment vous gérez? Moi, typiquement, vous vous souvenez, ma petite console, clic, 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 10 minutes, tang, 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 je monte. Pas de problème, je suis capable de supporter une croissance très rapide. Et quand mon jeu est terminé, pouf, j'arrête. J'arrête de payer. Point très important. Vous avez aussi parfois des pics imprévisibles. Twitter, par exemple, ouais, il y a des moments où ils ont eu quelques soucis. Enfin, je pense que ça vous arrive aussi. Il y a des moments où ouais, Twitter est buzzy. Ils ont un petit peu de mal. Je pense qu'au moment où ça tweetait sur Ben Laden au Pakistan, ça a chauffé un peu. Ben, voilà, il faut pouvoir réagir, il faut pouvoir, boum, créditer, provisionner des machines virtuelles pour être capable d'absorber la charge. Bon, Twitter, ils ont suffisamment de succès, ils ont globalement une bonne disponibilité, donc même si de temps en temps on râle un peu, bon, on accepte encore les choses. Puis vous avez d'autres scénarios où là, par contre, on est sur des modes un peu plus prévisibles, parce qu'on sait qu'on a des phases. Alors, l'exemple type ici, c'est Amazon. Amazon, c'est un acteur du cloud. Important. Pourquoi ils ont fait ça, Amazon? Parce qu'Amazon, ils étaient obligés d'acheter des serveurs, des quantités de serveurs hallucinantes pour gérer les pics, les soldes, les fêtes, etc. Et puis le reste du temps, il ne se passait rien. Donc ils se sont dit, bon sang, ces serveurs qui font rien, on pourrait peut-être les louer à quelqu'un d'autre qui va s'en servir un petit peu tout le temps. C'est là qu'est parti le cloud. C'est typiquement gérer des pics d'activité. Voilà un autre scénario.
Alors il y a un scénario qui marche aussi de plus en plus, c'est supporter des applications mobiles. Parce que le smartphone, ça se développe. Sur mon premier slide, 460 millions de smartphones vendus en 2012. J'ai bon? À peu près, enfin c'était Gartner qui disait ça, je ne sais pas si ça s'est vérifié. Ça fait pas mal quand même, ça fait pas mal de clients. Bon, on peut avoir quelques applications ici sur notre téléphone qui sont autonomes, mais globalement, la plupart des applications maintenant vont utiliser la connexion Internet pour partager des informations, partager des données, accéder à des services. Ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi permettre de délocaliser les traitements sur du cloud. Donc le cloud est aussi un excellent support pour le mobile. Alors vous vous souvenez, je disais, ouais, ce qui est bien dans le cloud, c'est qu'on paye juste en fonction de ce qu'on consomme. Ah, mais combien ça va me coûter du coup? Je sais pas, quand je loue mon serveur par mois, je sais combien ça me coûte. Mais là, ouf, vous avez des petits simulateurs sur le site windowsazure.com où vous allez pouvoir tester. Alors vous avez un simulateur basique qui est à gauche ici. Vous allez dire, bah voilà, le nombre de machines virtuelles que je veux, l'espace de stockage, la bande passante, et on vous calcule approximativement le prix que ça va vous coûter. Puis vous pouvez aller dans des calculs beaucoup plus avancés en fonction de la taille de vos serveurs, de vos machines virtuelles, combien de processeurs, combien de mémoire, etc. C'est ce qui est sur la droite, mais vous retrouvez les deux sur le même site. Donc comme ça, vous allez très facilement savoir quel va être le coût de votre infrastructure. L'autre chose qui est intéressante dans Windows Azure, c'est qu'une fois que vous avez développé une application pour le cloud, qui est déployée sur Windows Azure, qu'est-ce que ça veut dire pour cette application? Ça veut dire que grosso modo, vous n'avez plus de limite sur votre capacité à offrir le service. Vous pouvez le servir pour 10 utilisateurs, mais pour 10 millions, 100 millions ou plus. Il suffit de rajouter des machines virtuelles. À partir de ce moment-là, la réflexion c'est de se dire, ok, j'ai fait peut-être une application sur Windows Azure pour un client, je vais adapter mon application pour qu'elle puisse fonctionner de la même manière pour plusieurs clients, en séparant bien évidemment les données, mais je vais garder moi le contrôle sur les machines virtuelles qui tournent et qui servent ces clients. Ça veut dire que dès l'instant où vous avez créé ça, vous êtes capable de commercialiser votre application. Bonne nouvelle, Azure vient avec un marketplace, ce qui va vous permettre de mettre en vente, sans avoir besoin de recruter un commercial, une application qui pourra être utilisée, alors une application ça peut être un service, qui va être utilisé partout dans le monde et pour lequel vous serez payé en fonction de l'usage qui en est fait. Et vous paierez l'infrastructure aussi en fonction de l'usage qui en est fait. Alors, j'ai déjà dépassé mon temps de parole, donc je vais un petit peu accélérer. Ça tombe bien, je voulais vous donner quand même quelques informations sur l'évolution d'Azure. Windows Azure arrive au Maroc vraisemblablement au mois de mai. C'est une bonne nouvelle, on va pouvoir en profiter. Il y a déjà des applications qui ont été développées, il y a déjà des applications qui tournent au Maroc sur Windows Azure. Pour en revenir à mon application, puisque c'est l'essentiel, le service que j'offre à mes utilisateurs, d'un point de vue du développeur, je n'ai pas envie de limiter mon développeur. Je n'ai pas envie de limiter mon entreprise. Je veux que mon développeur il travaille avec ce qu'il aime. Bon, j'espère que vous aimez .NET. Si vous n'aimez pas, venez me voir, on essaiera de vous faire aimer .NET. Vous travaillez certainement avec Java. Très bien. Continuez à travailler avec Java. Vous faites du PHP. Eh bien parfait. Ruby, Python. Très bien. Le cloud n'a pas à vous imposer votre langage de développement. De la même manière, la plateforme de cloud n'a pas à vous imposer les outils que vous allez utiliser pour développer. Vous voulez utiliser Visual Studio? Très bien, très bon choix. Ça sera d'autant plus facile avec Windows Azure. Vous voulez utiliser Eclipse pour faire du Java ou du PHP sur Windows Azure? Très bon choix aussi. On développe des plugins pour Eclipse pour vous permettre de vous connecter à Windows Azure directement et de déployer vos applications. La philosophie, c'est vraiment de dire laissez au maximum aux clients la liberté de choix. Je choisis mon langage, je choisis ma technologie, je choisis mon OS, je choisis la façon dont je le déploie. Chez moi, dans le cloud public, dans un cloud privé ou pas, c'est le client qui doit choisir. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, j'ai grosso modo fini ma présentation. Il me reste juste
je voulais vous proposer une petite anti-sèche pour résumer un petit peu le cloud, si jamais vous avez vos profs qui vous interrogent sur ce que vous avez vu. Et on va la découvrir en question, parce que j'ai toujours plein de cadeaux dans mon sac, donc j'ai toujours pas mal de choses à vous donner. Alors, vous vous souvenez, on avait vu que les fondamentaux du cloud, c'était quelques principes. Vous vous souvenez de ces principes? Est-ce que quelqu'un peut m'en citer 3? Il y en avait grosso modo 5, j'en veux 3. Ouais, pas mal. Et tu connais les autres ou? On a presque le grand chelem. Allez! Et élasticité? Très bien. Et l'autre, c'était l'accès via le réseau. D'accord? Donc ça, c'est les caractéristiques essentielles du cloud. Qu'il soit public, privé, peu importe, ce sont les caractéristiques essentielles du cloud. Pas définies par Microsoft, définies encore une fois par le National Institute of Standard and Technology. Alors, on a un gagnant, déjà. Est-ce que quelqu'un peut me citer les 3 types de services cloud? Ouais, bravo. Ouais, ils sont là. Donc un deuxième gagnant. Est-ce que maintenant vous pouvez me citer les modes de déploiement du cloud? Bravo. Grosso modo, voilà le cloud. Les caractéristiques essentielles, les types de services et des modes de déploiement. Pas de cloud si j'ai pas mes caractéristiques essentielles. Et encore une fois, dans les projets cloud, l'essentiel, l'application, le service qu'on rend à l'utilisateur. Et si on veut pouvoir gérer toutes ces caractéristiques d'élasticité, etc., il faut se creuser la tête sur le management et l'automatisation. Sinon, c'est foutu. Bon, merci de votre attention.